Hello les amis, bienvenue dans ce gros mot numéro 97. On se rapproche du 100e épisode. Cet épisode que j'attends, il me tarde de vous le publier, il est au montage, on l'a déjà tourné, il va être incroyable. Il sera plus long que d'habitude, je vous préviens. Je suis ultra content de vous retrouver aujourd'hui à mon micro, puisque je suis à quelques heures de mon départ en Espagne en vacances. Mes vacances en Corse ont été annulées, puisqu'il y a eu cette fameuse grève des contrôleurs aériens. Du coup, aucun avion n'a pu partir de l'aéroport où j'étais ce jour-là. C'était la galère, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On a trouvé de quoi s'amuser sans aller forcément en Corse. Voilà. Les amis, aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode sur un personnage qui polarise dans le monde de la tech. Il s'agit de Mark Zuckerberg. Alors, il y a des gens qui le voient comme un génie, comme un visionnaire. Il y en a d'autres qui le voient comme un opportuniste, une sorte d'alien sans cœur et sans âme, etc. Donc, moi, j'ai un avis qui est pas aussi tranché. Pour tout vous dire, je pense que en effet, c'est un entrepreneur de talent. Sinon, bah, évidemment, on n'utiliserait pas ses solutions. Je pense que ça n'est absolument pas un visionnaire. Je pense que ça n'est absolument pas un créateur. Et je pense en effet que c'est un, une sorte d'autiste froid qui cherche à se racheter socialement. Il cherche à obtenir quelque chose pour exister, puisque je pense qu'il a dû subir quelques bizutages quand il était scolarisé, et j'ai l'impression qu'il essaie de se battre contre ce truc-là, et bon, je crois qu'il s'en cache pas, donc je n'invente rien. Alors Zuckerberg, c'est pas que Facebook, hein, c'est plein d'autres choses, et on va en parler. Euh, c'est des gros moments de malaise. Quand il prenait la parole, à certains moments, il était en sueur, il était en nage. Sa chemise pesait 10 kilos. Quand il a été convoqué devant l'équivalent du Sénat ou en tout cas quand il a été convoqué devant le Parlement américain, il y avait énormément de malaise. Et puis surtout, il a été pris dans beaucoup de sauce, à tort et à raison, je pense, les deux. On lui reproche d'avoir aidé certains candidats aux élections en jouant sur l'algorithme, d'avoir joué le jeu de certains cabinets de data, etc. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Pour moi, il y a toujours une part de vrai quand on accuse quelqu'un comme ça, et surtout quand on va jusqu'au bout de la démarche. Donc voilà. Mais en tout cas, je vais pas vous parler de ça. J'aimerais qu'on fasse la rétrospective de ce mec-là pour se faire un avis. Et quand je disais tout à l'heure que c'est certainement un bon entrepreneur, mais c'est certainement pas un visionnaire, je vais vous expliquer pourquoi je pense ça, et pourquoi je pense que c'est pas très grave de pas être un visionnaire, parce que bah, moi je suis absolument pas un visionnaire. Moi j'ai surfé des marchés, j'ai surfé des opportunités comme ce mec-là, évidemment à une échelle beaucoup plus petite, hein, proportion gardée bien évidemment, et c'est pas très grave. Il y a une citation quand j'ai mis mes notes à ChatGPT, je lui dis bah, donne-moi quelques références, donne-moi quelques citations pour étayer mon propos. ChatGPT m'a retourné une citation qui m'a, entre parenthèses, recommandé d'adapter. Je vous le donne tel quel. Il me dit les bons artistes copient, les grands artistes volent. Vous avez déjà une idée du sujet dont je vais parler concernant Zuckerberg. Je vais vous parler du fameux plagiat de Harvard Connection qui est devenu Facebook.com. Et pour rappel, hein, pour les plus jeunes d'entre nous, normalement, on connaît tous l'histoire, mais je vais la rappeler. Il y a un film, d'ailleurs, Social Network, qui explique ça. Alors, je le trouve très à charge, je le trouve très injuste ce film. Ça le fait vraiment passer pour un fou. Mais il y a certainement une part de vrai, comme je vous l'ai dit. En gros, dans les années 2000, Zuckerberg était scolarisé à Harvard, et il a rencontré trois frères qui étaient donc les frères Winklevoss. Je prononce peut-être mal, hein, désolé les noms. Il a rencontré trois frangins qui étaient à l'opposé de ce qu'est Zuckerberg. C'est-à-dire ils étaient sportifs, ils étaient populaires, ils étaient beaux gosses, ils étaient grands, ils étaient charismatiques, ils avaient des idées, ils avaient de l'argent. En gros, ils étaient tout ce que Zuckerberg rêvait d'avoir. Et ils sont venus pitcher un projet, puisque Zuckerberg c'était un petit peu le geek de l'établissement. Et je vous avoue que ce genre d'histoire a fait que nous, en école d'ingé, au même moment, on venait toujours se faire pitcher par les mecs d'école de commerce des projets des projets fantastiques comme ça, où on aurait si on codait pendant des jours et des nuits, pendant des semaines et des semaines, peut-être 1, 2, 3, 4, 5% de la boîte, en sachant que ces mecs-là n'avaient absolument
Voilà, rien testé, il n'y avait pas de MVP, il n'y avait pas de POC, il n'y avait pas tout ça. Donc cette histoire-là, moi, je l'ai vraiment vécue aussi à titre perso. Évidemment, c'est des deals que je n'ai jamais pris. Et donc voilà, c'est d'ailleurs en ayant ce genre d'opportunité que j'ai monté mes premiers business, puisque quand on me demandait de m'associer, ben moi je leur proposais de me payer plutôt, et donc je suis devenu prestataire de service comme ça, assez basique. Donc en gros, Zuckerberg rencontre les frères Winklevoss, les frangins le pitch, l'idée de faire un réseau social qui deviendra, qui ressemble à Facebook, puisque Facebook est un plagiat de ce truc-là. Et Zuckerberg donne pas de nouvelles, il fait ça dans son coin, dans sa chambre à Harvard, et il code ça. Et au moment où ça sort, les frères Winklevoss sont complètement blasés, puisque à la ligne près, ça colle au cahier des charges qu'ils avaient donné. Est-ce que c'est un plagiat? Très certainement. En tout cas, Zuckerberg, il a été condamné en 2008 à payer 65 millions de dollars en actions Facebook aux frères Winklevoss. Je sais pas si ça a été un arrangement ou ça a été réellement une condamnation, mais en tout cas, ils ont touché de l'argent. Ils n'ont pas touché de l'argent pour rien. Donc voilà. Donc, premier truc, ça part d'un. Alors on va se rendre compte par la suite que ce comportement de copie ou de suiveur de tendance, on va le retrouver plusieurs fois dans la carrière de Zuckerberg. Et l'un des premiers faits marquants qui nous met la puce à l'oreille, c'est quand Elon Musk rachète Twitter. Et à ce moment-là, bon, c'est ultra controversé parce que Musk, c'est la première fois qu'on le voit réellement à l'œuvre, et ensuite on l'a vu quand il est passé au gouvernement américain. Dans le gouvernement américain, il est très premier degré dans ses choix de management, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que il vire un tas de personnes, il réforme plein de trucs, il sort plein de dossiers concernant Twitter sur la manière dont c'était géré avant qu'il rachète. Bon, en tout cas, il fait le ménage publiquement, ce qui ne plaît pas à tout le monde, évidemment. Il y a des collaborateurs de Twitter qui se mettent en grève, il y a des utilisateurs de Twitter qui arrêtent d'utiliser ce truc-là. Et Zuckerberg, il dit, ça sent bon pour moi, puisque je sais faire un réseau social, je l'ai déjà fait. Twitter est utile puisque ça a été, il y a énormément d'utilisateurs. D'ailleurs, Twitter, à ce moment-là, je crois, dépasse déjà Facebook sans aucun problème. Et il se dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pâle copie de Twitter, puisqu'en fait, les gens veulent quitter Twitter, mais ils veulent garder les fonctionnalités de Twitter. Je vais créer un truc qui va s'appeler Thread et je vais faire ça. Bon, c'est le même concept, c'est la même logique, mais clairement, ça y ressemble, mais ça n'a pas la même saveur. Donc c'est un four. Il pousse un petit peu Thread, c'est-à-dire que dans nos notifications Instagram, etc., on voit que à certains moments, on a l'impression d'avoir une notification que quelqu'un nous a envoyé un message, nous a envoyé un commentaire ou nous a fait un like. On clique dessus, puis ça nous redirige vers Thread et ça crée déjà à ce moment-là ça crée des utilisateurs puisque ça les crée automatiquement. Il y a tout, il suffit en un clic, on se connecte. Il y a un effet de démarrage, mais en fait, ça n'a absolument aucun impact. Personne n'utilise ce truc-là. Alors, ceux qui l'utiliseront, et moi je l'ai vu dans mon réseau, c'est les gens qui fonctionnent comme Zuckerberg, c'est-à-dire les opportunistes. Ceux qui auraient rêvé être au début d'Instagram, ceux qui auraient rêvé être parmi les premiers utilisateurs de TikTok au moment où TikTok s'est lancé, etc. Et donc, il y en a qui ont dit, bon, on va essayer. Même moi, j'ai posté des trucs, donc je leur jette pas la pierre. Mais nous, on copiait simplement ce qui se passait sur Twitter, on le copiait sur Thread. Et puis, quand je n'ai eu marre de tout ça, j'ai viré tous mes comptes. Pas besoin de me chercher sur ces plateformes, vous m'y trouverez pas. Donc voilà, premier point. Au final, c'est un flop en termes d'engagement. Il y a un gros taux d'inscrits, mais il y a un faible taux d'utilisateurs. Alors là-dessus, je vais quand même mettre un bémol à cette critique, c'est que c'était exactement la même chose pour LinkedIn avant que LinkedIn soit racheté. Il y avait énormément d'utilisateurs puisque on pouvait connecter ses contacts email sur nos comptes LinkedIn et ça invitait automatiquement l'ensemble des personnes que l'on avait dans notre répertoire. Donc il y avait beaucoup. Moi, quand je voyais que ma mère avait un compte sur LinkedIn, c'était incroyable. Mes grands-parents avaient des comptes sur LinkedIn, c'était juste dingue. Alors qu'évidemment, ils ne postaient pas, il n'y avait pas de photos, ils savaient même pas ce qu'était LinkedIn. Surtout, ils ne savaient même pas le prononcer. Donc possiblement, Thread un jour va se réveiller et il y aura quelque chose à en faire. Mais aujourd'hui, c'est un four total. Donc voilà, première copie, première déconvenue. Ensuite, il y a eu la fameuse mode du métaverse, du Web3, etc., etc. Et à ce moment-là, donc c'est en 2021, Zuckerberg, il est complètement bluffé par un film qui
lui fera penser qu'en fait le métaverse c'est l'avenir. Et il va renommer Facebook, l'entreprise Facebook, je parle pas du réseau social, il va le renommer Meta. Donc ça depuis 2021. Alors, est-ce que c'est Meta qui a augmenté la trend du métaverse, ou est-ce que c'est le métaverse qui a influencé le Zuckerberg pour s'appeler Meta? Je sais pas, mais en tout cas, c'est encore une fois une trend qui va suivre. D'ailleurs, il va faire des investissements de ouf. Il va investir chez Horizon. C'est une boîte qui fait des casques en réalité virtuelle. Voilà, il est persuadé qu'on va passer dans le métaverse, que son réseau social est en fait le socle de ce qui va pouvoir se faire dans le métaverse. Parce que si vous arrivez dans le métaverse, vous avez besoin de trouver des amis, vous avez besoin d'avoir une vie qui ressemble à la vôtre. En tout cas, il faut que ça y ressemble, soit de manière améliorée, soit de manière réelle. Et c'est vrai que si on est connecté sur Facebook avec des utilisateurs, si on les retrouve dans le métaverse, ça peut être sympa. Moi, j'ai des potes, quand j'ai voyagé en Inde il y a bientôt 15 ans, j'ai des potes des Indiens, que j'ai encore sur Facebook de cette époque-là. Ça serait trop cool de les rencontrer dans le métaverse. En tout cas, c'était la vision de Zuckerberg à ce moment-là. Bon, bref, tous ces investissements, tous ces trucs-là sont un échec cuisant. Et du coup, il va, à ce moment-là, ressentir sur son réseau social Facebook un désengagement. En tout cas, ça va s'accélérer. Donc, sur ces deux premiers points, ce qu'on remarque, c'est que plus il va essayer de copier ou de surfer une tendance, plus les gens vont se désengager de son réseau social. Aujourd'hui, Facebook, c'est un outil pour se connecter à d'autres plateformes. Il y en a encore qui font du business sur Facebook. D'ailleurs, si c'est votre cas, n'hésitez pas à m'expliquer comment vous faites du business sur Facebook. Ça m'intéresse. On pourra faire un épisode des gros mots si vous m'envoyez en message privé sur Insta la manière dont vous utilisez Facebook et à quoi ça vous sert et comment vous y trouvez encore du potentiel. Et plus récemment, et c'est ce qui a motivé mon draft aujourd'hui, il y a eu le recrutement d'un monsieur qui travaille chez Apple. Je vais très certainement mal prononcer son nom, mais ce sera pas le premier de l'épisode. Ruoming Pang, qui a été recruté, qui va être l'ingénieur en chef chez Meta de l'intelligence artificielle, puisque oui, évidemment, qui dit nouvelle tendance, dit Zuckerberg pointe le bout de son nez, et donc ça y est, il vient d'embaucher la rockstar de l'intelligence artificielle, puisque il est persuadé que Meta deviendra un acteur principal de l'intelligence artificielle. Ce monsieur Pang, va être payé cette année entre 30 et 100 millions de dollars pour développer ça chez Meta. Mauvaise idée? Ben non, très certainement pas. Il va falloir évidemment implémenter l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zuckerberg ne s'est pas mouillé. Il n'a pas fait cet investissement il y a 5 ou 6 ans au moment où tout commençait, où l'intelligence artificielle commençait à être de plus en plus sûre dans notre avenir. Qu'est-ce que ça peut faire ça? Est-ce que ça va être le même flop que le métaverse? Est-ce que ça va être quelque chose d'innovant? Est-ce qu'il a prévu une nouvelle application? Je sais pas, mais encore une fois, il a suivi le sens du vent. On verra ce que ça donne. À la limite, on pourrait dire, il a eu un premier succès en copiant. Il a peut-être le complexe de ne jamais avoir créé et donc issu des tendances. Ça, bon, moi je l'en veux pas parce que j'ai un peu ressenti ça. Vous connaissez mon histoire sur mon tout premier business qui est un business de muse. Quand je dis business, c'est pas la prestation de service, hein, c'est la première fois que j'ai eu une entreprise en ligne. C'est un service qui m'a été commandé par un de mes clients et qui ne m'a jamais été payé. Le truc, c'est que ce site qui m'avait été confié où je devais refaire toute la technique, je devais monétiser en fait l'audience qu'il avait, il était très très bien référencé sur Google. Vous devez connaître cette histoire, je l'ai racontée plein de fois. Et en fait, je me retrouvais, moi, où j'avais besoin de gagner ma vie. J'avais ce site qui était référencé sur Google. J'avais développé le système qui permettait de délivrer un service et de le facturer. Du coup, j'ai récupéré ce site. J'ai jamais plus de nouvelles d'ailleurs du donneur d'ordre, entre guillemets, celui qui m'avait commandé cette mission. Et ça a été mon tout premier business. Ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, je me suis dit, c'est cool. En fait, je peux faire de l'argent en ligne. Mais le problème, c'est que j'ai jamais eu l'idée. J'ai jamais su faire. Et après ça, c'est pour ça que je jette pas la pierre à Zuckerberg. Un petit peu, mais pas trop. Mais vous allez voir surtout pourquoi j'ai un profond mépris pour lui, mais c'est pas pour la même chose. C'est pas pour son expérience entrepreneuriale. Une fois que je me suis retrouvé avec ce business-là et que j'ai voulu réitérer, faire autre chose, clairement, je ne savais pas faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surfé les tendances. Je suis allé sur le e-commerce. Puisque c'était la mode du dropshipping. J'ai lancé des boutiques. Je m'étais dit, je viens de comprendre comment fonctionne la publicité, comment fonctionne le référencement naturel grâce à cette première muse qui m'est tombée du ciel. J'ai fait du e-commerce, mais par contre, j'ai réinventé ma façon de faire du e-commerce.
C'est-à-dire que j'avais compris comment générer de la LTV, que le système d'abonnement était un très bon système. C'était ce qu'il y avait sur le tout premier business. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des services à mes boutiques de e-commerce pour facturer de l'abonnement. Donc, j'ai réinventé mon modèle. Et j'étais le seul à faire ça. Et cette année-là, j'étais très certainement un des plus rentables. Ensuite, j'ai voulu aller vers la vente de formation, puisqu'il y avait une tendance et parce que je ressentais le besoin d'expliquer un peu ce que j'avais fait. J'ai utilisé les grandes méthodes ultra connues, ultra tendances pour vendre de la formation. Et puis, je me suis rendu compte que mon business précédent, qui était le business de e-commerce, donc pas le premier, mais le second, puisque juste le business précédent, j'avais mis en place de l'affiliation, que l'affiliation, c'était génial. Et donc, du coup, mon business de formation, je l'ai poussé grâce à l'affiliation, etc., etc. C'est-à-dire que je vais pas lui jeter la pierre. Moi aussi, j'ai surfé des vagues. Ça arrive et c'est pas grave. Mais à chaque fois, j'ai essayé de me réinventer. Ce qui m'emmerde, c'est que lui, à chaque fois, il nous a fait, avec les moyens qu'il a, il aurait pu avoir des idées de dingue. Et je suis persuadé que si il n'innove pas, si il copie, il améliore très certainement des choses, mais si il copie, c'est certainement à cause de ce putain de blocage où il a une revanche à prendre sur la vie. Et ça, je trouve ça mais tellement dommage. Ce mec-là est un génie, ce mec-là a des moyens, il a une street cred, il a un réseau de ouf. C'est vraiment dommage qu'il nous ait pas proposé un truc incroyable. Bref, vous l'avez compris. Ce qui m'énerve chez lui, c'est la manière dont je lui ressemble. Et il y a autre chose qui m'énerve, et ça pour le coup, je me dissocie complètement de ce truc-là, de ce comportement. C'est qu'il n'a pas de colonne vertébrale idéologique. Ça pourrait être un copieur juste dans le business, mais il a zéro colonne vertébrale idéologique. On a eu Obama, puis bon, il y a eu une phase avec Trump, mais ensuite après il y a eu Biden. Pendant l'époque Biden, Biden étant juste une marionnette des gens qui le manipulent, les États-Unis ont été le temple du wokisme. Le wokisme, en gros, ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire faire en sorte que les minorités se sentent moins stigmatisées. Mais comme toute bonne intention, il y a des jusqu'au-boutistes qui ont flingué le truc et qui en ont fait en fait une sorte de religion, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas historiquement la norme, c'est-à-dire l'hétérosexualité, c'est-à-dire le patriarcat, etc., etc. C'est des causes à défendre. C'est ni plus ni moins qu'une extension du marxisme. Mais au départ, ça part d'une bonne idée et puis ça part en live. Et à la fin, on se retrouve avec un principe unique dans le wokisme, c'est tant que tu n'es pas un homme blanc hétérosexuel cisgenre, etc., on te défend. Si tu représentes cet homme blanc hétérosexuel cisgenre catholique, en plus de ça, plus de 40 ans, on te considère comme un oppresseur. Donc pour moi, c'est une sorte de nazisme inversé. Mais bon, ça, c'est juste mon opinion. Pendant la phase woke, donc anti-homme, anti-virilisme, Zuckerberg était le woke par excellence. C'est-à-dire que il y avait des tampons hygiéniques dans les toilettes des femmes, dans les toilettes des hommes. Il y avait de la censure du contenu, de tout ce qui ne servait pas l'idéologie woke. Il y avait des discours, il y avait de l'inclusion dans tous les sens, etc. Bref, le logo pendant le Pride Month se transformait en couleur LGBT, etc. Est-ce que c'est mal? Non, si c'est ses idées et qu'il les assume, du moins qu'il les utilise pas encore une fois comme juste une tendance. Moi, j'ai aucun problème à ce que vous soyez pro-inclusion. D'ailleurs, je suis pas contre. Je veux juste qu'il y ait de la congruence entre vos actions et vos idées. Bref, cette période de woke, qui était une période à la mode et en France et aux États-Unis, en tout cas en Occident de manière générale, Zuckerberg l'a surfé. Et puis, plus récemment, il y a eu un séisme puisque Trump est revenu au pouvoir. Qu'est-ce qu'a fait Zuckerberg la semaine de l'accession au pouvoir de Trump? Déjà, il a dégagé toutes les causes LGBT friendly qu'il défendait. Et là, il a commencé à faire des sorties publiques en disant, ben voilà, j'ai découvert un sport qui a fait de moi un homme. Je suis maintenant un homme sûr de moi, viril, etc. Je pratique le MMA et je sens que mes idées changent. Je pense que un foyer doit être tenu par un homme, que le rôle de la femme est défini, que le rôle de l'homme est défini, etc. Bref, il devient un énorme bourrin viriliste, limite un Texan avec son chapeau et son pétard.
en lançant son pistolet. Et voilà, il devient monsieur grosse baloche. Évidemment, il incarne absolument pas ça. Hein. Ça reste un petit fragile, introverti, mal dans sa peau. Mais vous voyez le revirement de situation. Il passe d'un woke friendly à un viriliste qui fait des barbecues et qui regarde le MMA avec ses potes. C'est une tannée. C'est une tannée parce que évidemment, il est dans la caricature des deux. De ces deux mondes, il n'a aucune colonne vertébrale, je déteste ça. Alors maintenant, vous le voyez, quand vous regardez l'UFC, donc l'UFC c'est le championnat le plus connu, c'est la ligue la plus connue de MMA, vous le voyez, il apparaît derrière les combattants, c'est-à-dire que quand les combattants se préparent pour entrer dans la cage, et des grandes stars, hein, des gens qui ont eu la ceinture, Adesanya, Volkanovski, enfin voilà, des grands noms du MMA. Vous le voyez derrière, c'est lui qui donne le protège-dents, qui leur donne il leur fait un hug, il a la serviette sur l'épaule, etc. Bref, on dirait presque que c'est le coach maintenant. C'est le coach de l'UFC et de ces grands champions-là. Bon, bref, c'est un petit peu ridicule, en tout cas, que c'est un ami de Dana White, donc le patron de l'UFC. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. En tout cas, Dana White, pour le coup, lui, est très viriliste. Il est très Trumpiste. C'est un des meilleurs copains de Trump. Avec Joe Rogan, ils sont très très potes. Et donc, bref, je suis surpris. Donc, il y a très certainement du business derrière, puisque vous voyez qu'il y a des panneaux publicitaires autour des marques de Meta, avec Thread et compagnie qui sont dans la cage. Donc il y a très certainement du business derrière. Alors évidemment, il y a très certainement un peu de frustration de ma part puisque j'adorais pouvoir donner mes idées, pouvoir revendiquer ma colonne vertébrale idéologique, etc. Mais je ne peux pas le faire puisque ici on parle de marketing, on parle de business. Et donc voilà, par des biais détournés comme aujourd'hui, j'arrive à le faire, mais ce n'est pas mon rôle aujourd'hui d'être un prédicateur politique ou sociétal. Donc je me retiens de le faire. Mais quand je vois des personnes comme ça qui manquent clairement de colonne vertébrale, bah ça me met clairement les boules. Évidemment, je vais pas lui prêter de mauvaises intentions, mais si demain un Staline ou un Hitler revient au pouvoir, il sera d'accord avec quel type d'idée, quoi. Voilà, je pousse le truc jusqu'au bout. Ces mecs-là me font peur. Quand ils essaient de se racheter un crédit social, ils sont prêts à adopter n'importe quelle débilité. Bref. Voilà pour la vague de haine envers Mark Zuckerberg que je viens de produire. Mais par contre, je vais pas m'arrêter là parce que je vais essayer d'être constructif. Surtout, évidemment, quand je dis vague de haine, vous comprenez que c'est de l'humour, puisque à chaque fois que je vous ai parlé d'un trait de son caractère que je déteste, en fait, je parlais d'un truc que je rejetais ou un truc que j'aurais voulu avoir. Il y a quand même des vrais coups de maître. Son business n'est pas aussi gros pour rien. Et notamment, je vais parler d'un truc que moi j'adore, c'est Instagram. Instagram, aujourd'hui, mon business tient entièrement sur Instagram. Ça me permet de communiquer avec vous, ça vous permet de vous raconter ce que je pense, de vous parler de l'actualité de mon business, de mon actualité perso. Ça me permet de vous faire avancer dans mon tunnel pour un jour vous accompagner dans la création et dans le développement de votre business. Et donc, Instagram, pour moi, c'est absolument génial. Il a racheté en 2012 1 milliard. Vous dites, ouais, ça fait un peu cher. Aujourd'hui, ça vaut 70 milliards de dollars. Vous voyez le coup de maître, c'est un truc de ouf. Et ça, à l'époque, c'était complètement barjot. C'est-à-dire que c'était jugé, mais c'était surévalué. Les gens disaient, t'es malade d'acheter ce truc-là. Technologiquement, c'est pas incroyable. En termes d'adoption, c'est pas fou. Hein, les gens ne l'utilisent pas. Et en fait, on voit pas le pont avec Facebook. À l'époque, ça s'appelait Facebook. On voit pas le pont puisqu'en fait, potentiellement, tu pourrais rajouter les mêmes fonctionnalités dans Facebook. Il a dit, je rachète ce truc-là, je vais en faire quelque chose de ouf. Aujourd'hui, clairement, c'est l'économie autour d'Instagram. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir comment réagirait le monde sans Instagram, juste en termes de métriques économiques. Ça serait juste, à mon avis, incroyable. Donc c'est un vrai coup de maître. Aujourd'hui, ça vaut 70 milliards de dollars en 2025 et les statistiques viennent de différentes sources. Donc, je suis assez sûr de ça. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça lui rapporte en termes de revenus. Donc là, on parle pas de valorisation, on parle de revenus. 2024, l'estimation, c'est 71 milliards de dollars. C'est-à-dire que chaque année, il gagne l'équivalent de sa valorisation en chiffre d'affaires. Je sais pas quels sont ses coûts, mais j'imagine que c'est à très 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 forte marge ce genre d'activité de régie publicitaire. Donc c'est absolument énorme. Et c'est pas le seul coup. Il a fait aussi la même chose avec WhatsApp. WhatsApp, il a racheté 19 milliards de dollars en 2014. Il avait fait le coup en 2012 avec Insta, il le refait avec WhatsApp. Et en fait, au départ, je sais pas vous, mais moi j'ai mon frère qui est en Espagne, il me parle de WhatsApp et je dis mais en fait je comprends pas l'idée. T'envoies juste des SMS, c'est quoi le truc? Mais en fait, ça a révolutionné un usage. C'est-à-dire que déjà,
Le SMS, on était sur quelque chose de complètement analogique. Là, on est passé sur quelque chose de complètement numérique. On peut lire ces messages sur l'ordi. Je peux passer d'un iPhone à Android à autre chose. Bref, en tout cas, j'ai un suivi de ma messagerie. Ça paraît être pas grand-chose, mais la portabilité de la data, c'est quand même un truc compliqué quand on fait du code. Donc, je le sais que c'est une galère à gérer. Donc, il a fait en sorte de rendre portable cette data et cette communication. Il a aussi poussé une fonctionnalité. C'était le premier à faire ça. C'était les vocaux. Là, en termes d'usage, même quand j'ai préparé cet épisode, quand je parle avec ChatGPT, quand je fais des requêtes sur Google, bah maintenant, je le fais que à travers des vocaux. Quand je parle à mes gosses, c'est avec des vocaux. Quand je parle à ma mère, c'est avec des vocaux. Quand je parle avec mes clients, c'est des vocaux. Toutes les applications maintenant utilisent la fonctionnalité pour envoyer des messages vocaux. C'est juste un usage de ouf. Et rappelez-vous, au départ, quand on voyait des gens faire des vocaux dans la rue, on les prenait pour des malades mentaux. Bon, déjà, on pensait qu'ils savaient pas écrire, mais on les prenait pour des fous. Et pareil, si on repart sur Instagram, les premiers qui ont fait des selfies, on les prenait pour des malades mentaux. Alors que maintenant, tout le monde fait des selfies. Enfin, on en fait de moins en moins, mais à une époque, c'était la mode. Bon, bref. Il a quand même fait des trucs de dingue. Il y a eu des bons en termes d'usage. En tout cas, ces différents rachats lui ont rapporté de l'argent. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Instagram, mais maintenant, je vous parlais de la valorisation actuelle de WhatsApp. Pour rappel, il a acheté 19 milliards en 2014. Aujourd'hui, ça vaut 98 milliards de dollars. Il y a 2 milliards d'utilisateurs actifs sur WhatsApp. Et puis, et c'est un usage en fait. J'aimerais bien savoir le nombre de personnes qui utilisent un smartphone qui n'utilisent pas WhatsApp. C'est-à-dire que je pense que c'est 2 milliards. Apparemment, c'est entre 2 milliards 8 et 3 milliards de le nombre d'utilisateurs actifs. J'ai plusieurs sources. Bon bref, c'est juste énorme. J'aimerais bien savoir combien il y a de smartphones pour savoir le taux de pénétration sur les gens équipés en termes de hardware. Bref, c'est un truc de dingue. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Zuckerberg, c'est tout et son contraire. C'est le bien et le mal à la fois. C'est le copieur le plus connu de la tech. Est-ce que c'est un entrepreneur à succès? Oui. Est-ce que on doit s'en inspirer? Bah oui, très certainement. En fait, il a un côté malgré son manque son manque d'empathie, son côté très froid, etc. Il a un côté très très humain auquel on peut se racheter se rattacher pardon, puisqu'on on peut se reconnaître dans certains traits dans certains de ses traits de caractère. En tout cas, j'ai pas de haine particulière envers ce mec-là. Je l'admire autant qu'il m'énerve. Je lui en veux juste pour son revirement politique, mais ça, c'est juste moi et mes frustrations. En tout cas, les amis, j'espère que ce draft vous a plu. Format un petit peu particulier avec un sujet unique. Aujourd'hui, j'étais un peu plus pressé que d'habitude. J'ai hâte en tout cas de faire le prochain épisode puisqu'il y a du lourd et je reviens avec des invités sur le prochain épisode. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire ce que vous avez pensé de ce draft. N'hésitez pas aussi à me suggérer des sujets et des invités. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.